Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Hugo Bernalicis est député de la 2e circonscription du Nord, membre du groupe La France Insoumise au sein de la NUPES. Depuis 2017, il est devenu un visage familier des Français qui l'identifient comme une des voix majeures du parti de Jean-Luc Mélenchon. Mais le connaissez-vous vraiment ? Connaissez-vous l'enfant de militant, l'étudiant engagé, le fidèle de Jean-Luc Mélenchon dès ses débuts au Parti Socialiste ? Je n'irai pas plus loin dans sa présentation, puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex-Doukéry. Et Hugo Bernalicis commence par se remémorer ses premiers souvenirs politiques. Waouh, excellente question. Je crois que, si je vous dis pas de bêtises, le premier souvenir vraiment politique au sens noble du terme, ça a été quand j'ai été délégué de classe au collège. Il fallait monter au front, aller au charbon pour défendre les copains qui des fois déconnaient un peu quoi, mais méritaient pas quand même d'être pris en grappe par telle ou telle enseignante ou enseignant, ou des choses qui me semblaient injustes déjà à ce moment-là, et je prenais ça très à cœur. En vrai, de faire délégué de classe, et au conseil de classe, je râlais, je défendais mes camarades. Voilà, c'était quand il y a le tour de table, des fois, quand il y a les élèves, on leur dit quelqu'un a quelque chose à dire, et puis souvent les gens se taisent, quoi. Moi, je profitais de ce moment pour que ça dure un peu plus longtemps, les conseils de classe à l'époque. Ça, c'est des moments qui étaient importants et formateurs pour moi. Et après, le vrai moment, beaucoup plus politique au sens visible, engagé sur le niveau d'engagement, ça a été au lycée. En 2 temps, pour moi, il y a eu 2 batailles épiques. Il y a eu mon élection au conseil d'administration du lycée, parce que j'ai été élu par les délégués de classe, et j'ai fait une campagne interne contre la mise en place de la notation de la course du cœur, parce qu'ils faisaient une course du cœur pour la sensibilisation, de lutte contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, c'est des trucs que font beaucoup d'établissements. Et il y avait des profs qui trouvaient qu'il y en avait qui déconnaient, qui marchaient, qui fumaient des clubs pendant la course, qui jouaient pas le jeu, quoi. Et donc la meilleure chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de mettre une note. Et alors là, c'était la grande bataille. Et puis ça m'a permis de me rôder pour ensuite organiser des AG au lycée et lutter contre la réforme Fillon en 2005, réforme du bac. C'était déjà ce qu'avait Pierre Mathieu dans la tête, en fait, en réalité, qui était formulé par François Fillon à l'époque. Et donc là, pour le coup, c'est assemblée générale, débrayage dans les classes, organisation des manifestations, dépôt de manifestations en préfecture, appel des renseignements généraux. À l'époque, c'était encore RG à la récré pour savoir si on était passé pour telle rue, si on était bien à telle heure, à tel jour, à tel endroit. Donc là, c'était dans le bain militant. Avec donc j'étais au mégaphone en tête de cortège et on est allé même on s'est payé le luxe d'aller engrainer les 2 autres lycées publics. J'étais à Calais à l'époque, et donc on a mis en grève les 3 lycées publics en 2005. Là c'était une grosse première expérience. J'ai grandi dans une famille très militante. Je crois à peu près tout le monde dans la famille. Enfin, mon père était militant au Parti communiste pendant très longtemps et très tôt. Il a commencé aux jeunesses communistes à 14 ans. De toute façon, on ne pouvait pas faire plus tôt avant. Donc voilà. Mais en fait, mon grand-père, du côté de mon père, était aussi conseiller municipal communiste. Il était journaliste au journal de la CGT des Mines dans le Pas-de-Calais. Donc aussi un engagement syndical par ailleurs. Ma maman était militante féministe chez les Femmes de France à ce moment-là, et aussi militante de l'éducation populaire. Elle était professeure de danse à ce moment-là, donc elle faisait aussi de son engagement artistique et culturel un engagement militant. Et du côté de ma maman, du coup, mon grand-père était lui délégué syndical CFE-CGC des mines, puisqu'il était ingénieur des mines. Donc CGT des mines d'un côté, CFE-CGC des mines de l'autre. Vous imaginez un peu les repas de famille entre ceux qui ont signé l'accord avec le patron et ceux qui ne l'ont pas signé. Bref, c'était toujours assez mouvementé. Pour le coup, mes 2 grands-mères n'ont pas eu d'engagement au sens politique ou
on l'entend, mais c'est une autre génération où les femmes étaient moins poussées à s'impliquer et rester plutôt à la maison. Donc voilà, moi ça a évolué de génération en génération. Donc j'ai baigné dans cet univers militant, politisé. Je crois que étant gamin, j'ai pas eu un seul journal télévisé qui n'était pas commenté, en direct live. Ça pousse à agir, mais ça fait pas non plus tout. J'ai 2 grands frères qui ont baigné dans le même environnement familial et qui pour autant sont pas des militants politiques, même s'ils sont politisés au sens noble du terme. Je sais pas le préciser de manière exacte, mais je dirais que déjà il y a une sensibilité peut-être plus grande à l'injustice. Et à l'injustice infligée pas forcément à soi-même mais aux autres. Ça, pour moi, ça a toujours été un moteur de me battre contre ce que je trouvais injuste, et y compris à l'école parce que j'étais bon élève. Je me faisais un peu une mission de me dire moi ça se passe bien pour moi, donc est-ce que je peux être utile aux autres, voilà. Donc ça c'est vraiment un déclencheur un peu personnel et propre. Et puis après c'est le fil de l'histoire, hein. Je suis délégué de classe, ça m'intéresse. Après je vois qu'en 2005 donc il y a cette réforme du lycée, je suis pas d'accord, je regarde la réforme. D'ailleurs je me syndique à distance à l'UNL. Mais j'ai jamais été de ma vie à une seule réunion de l'UNL, mais voilà, comme ça on avait les tracts, on pouvait distribuer, etc. Et donc ça c'était des moments forts, des déclics, et à partir de là j'ai dit ok, je crois que je ferai de la politique toute ma vie. Alors ça commence mon parcours académique avec une hypokhâgne. Je vais pas dire erreur de parcours, mais presque. Parce qu'en fait, j'ai fait un bac S. Au départ, je voulais faire des sciences dites dures. Je voulais faire de la physique quantique, en fait. Hein. C'était c'était mon truc. Parce que j'avais un de mes 2 grands frères qui était en licence de physique quantique, qui me parlait de ses cours et de ce qu'il faisait. Ça me passionnait. Et puis, donc il y a eu les manifs, les grèves, etc. Et là, j'ai dit, parce qu'il y a eu le CPE en 2006, hein, j'oublie 2005, mais après, il y a quand même 2006, ça a été quand même énorme. Et donc je dis à mes parents en fait je vais pas faire de la physique quantique, je vais faire de la politique, et en même temps me dire que professionnellement, je veux dire, pour avoir un job, faire de la politique, je l'ai jamais considéré comme étant un métier, mais comme un engagement en tant que tel, mais de facto déjà à ce moment-là, je me disais que si c'était pas pour travailler dans les sciences, alors ce serait pour aller dans la fonction publique, pour travailler dans le service public pour l'intérêt général. Je me voyais pas bosser dans le privé, enfin ça n'avait pas de sens en fait. Donc j'essaye de trouver un parcours, et puis les conseillers d'orientation de l'époque étaient sans doute aussi bons que ceux d'aujourd'hui. Donc on me dit vous voulez faire de la politique, faire Sciences Po, ok, très bien. Mais pour faire Sciences Po, le mieux c'est de se préparer au concours de Sciences Po, ok. Très bien. Et on me dit mais regardez, il y a une hypokhâgne à Arras, dans le Pas-de-Calais, au lycée Gambetta. Il y a une option préparation au concours de Sciences Po. Alors ce qu'on m'avait pas dit, c'est que sur les 37h30 de cours, il y avait 2 heures de préparation Sciences Po, mais il y avait tout le reste, hein, qui n'avait rien à voir avec la choucroute. Même si c'est utile, je veux dire, de faire de l'histoire, l'histoire médiévale, la géographie, de l'anglais soutenu, de la philosophie, et de la littérature évidemment, parce que c'était une hypokhâgne et pas, une hypokhâgne pour littéraire quoi. Donc ça s'est pas hyper bien passé. Parce que je venais de bac S, et puis aussi parce qu'en fait j'ai adhéré au Parti socialiste à ce moment-là, et que donc en dehors des heures de la prépa, je faisais campagne pour l'élection présidentielle. Donc à l'époque c'était Ségolène Royal qui venait d'être désignée. Donc ça aidait pas. Du coup j'ai fait beaucoup de nuits blanches pour faire ce que je faisais pas le soir parce que je militais. Ça a été une année un peu dure, mais assez formatrice, y compris politiquement, parce que c'est là où à la fois j'ai vu comment fonctionnait le militantisme au sein d'un parti politique. C'est là où j'ai fait les marchés, les collages d'affiches, les distributions de tracts, les porte-à-porte, voilà. Et à partir de là, j'avais le nez dedans. Après, mon parcours fait que j'ai assez vite découvert qu'il y avait des tendances au sein du PS, parce que je le savais par ailleurs. Et c'est à ce moment-là où je me rapproche de Jean-Luc Mélenchon à la fin de cette année d'hypokhâgne. Donc le parcours universitaire, il commence comme ça, par une campagne présidentielle, un engagement au sein du Parti socialiste, et un emploi du temps très chargé, parce que l'hypokhâgne, ça rigolait pas quand même. À la fin, ils sont sympas, ils veulent pas que j'aille en Cagne, moi non plus. On était d'accord. Par contre, j'avais des pas trop mauvaises notes en histoire et en géo, donc ils m'ont dit on vous donne votre équivalence pour aller à la fac, et c'est là où j'arrive à Lille 3, et là c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, parce qu'à Lille 3, on passe de 37h30 de cours à 14 heures de cours par semaine. C'est pas exactement... Et puis il y a des cours magistraux, on n'est pas forcément trop obligé d'aller, évidemment. Et donc, du coup, là, je m'implique syndicalement, j'adhère à l'UNEF, et je rejoins le combat syndical, et notamment parce que c'est 2007, donc c'est la loi LRU, Autonomie des universités. Et donc, dès l'automne, enfin après la rentrée, en fait, on a Assemblée Générale, blocage, 43 jours d'occupation. C'est pas mal. C'est bien, ouais. C'est franchement 43 jours. Je crois qu'on avait le record à l'époque. Enfin, il y a peut-être le Mirail Toulouse qui avait. Bon, bref. Vous le dites, un Toulousain. donc là, très haut niveau d'engagement. Le jour à l'UNEF, la nuit, entre guillemets, enfin le soir, au Parti de gauche, puisqu'entre deux, Jean-Luc Mélenchon crée le Parti de gauche en 2008. Je le rejoins immédiatement, puisque pour moi, ça faisait la synthèse entre différentes idées que j'avais en tête. Le communisme auquel j'étais attaché, y compris du fait de mon histoire familiale et voilà, puis parce que ça me parlait, le manifeste du Parti communiste, ça me parlait, les grandes revendications. Mais il y avait un truc qui me manquait, c'était la partie un peu actualisée, notamment sur les combats écologistes. Je me disais, il faudrait un truc un peu rouge et vert. Ça me semblait cohérent intellectuellement, en fait. Et je voyais pas ça ni au Parti socialiste. Je voyais bien que les verts, ils faisaient du vert, mais ils faisaient essentiellement du vert. Il n'y avait pas beaucoup de rouge. Donc quand Jean-Luc Mélenchon lance son parti, ça me semble évident. Mais après, sur l'engagement étudiant, en fait, en réalité, je pense qu'on peut dire, même si j'ai eu ma licence d'histoire parcours droit, je n'ai pas redoublé d'année, que j'ai quand même une licence de syndicalisme, je pense. Enfin, on peut quand même le dire que ça m'a autant formé que l'histoire, parce qu'y compris, je me suis retrouvé élu au conseil d'administration de Lille 3, et puis au conseil d'administration du Crous, et où, sur un malentendu, on peut dire ça comme ça, je me retrouve en cours de mandat à devenir vice-président étudiant du Crous. Donc c'était une succession d'engagements qui m'ont pas quitté, une montée en puissance en fait en réalité de mon application. Alors il faut quand même que je vous dise la vérité, c'est qu'après le bac, j'ai tenté les concours de Sciences Po à bac plus 0, ils n'ont pas voulu de moi. Après je les ai tentés à bac plus 1 après l'hypocagne, parce que j'avais quand même fait l'option de 2 heures par semaine, il fallait quand même rentabiliser le truc, quoi. Ils n'ont pas voulu de moi. J'ai tenté à bac plus 2, ils n'ont pas voulu de moi non plus. Donc j'ai fait de la politique plutôt que des sciences politiques de manière active. Et à la fin de ma licence d'histoire, j'arrive à Lille 2. Donc là, j'arrive en master de sciences politiques, parce à l'époque, il n'y avait pas encore le machin Parcoursup qui bloque à chaque étape. Donc j'ai eu cette facilité-là. Et donc là, j'ai préparé très activement, parce que je l'ai passé dès la sortie de la licence, dès la licence en poche, le concours des IRA, l'Institut régional d'administration, qui me permet ensuite, donc pareil, je le passe 3 fois. En gros, je schématise, mais 2 fois de suite, enfin les 3 fois, je vais à l'oral. Mais les 2 premières fois, je reste moi-même. Et ça marche pas. Et la 3e fois, je joue le rôle d'un type du modem, quoi, grosso modo. Et là, ça passe crème. Donc, si vous voulez avoir le concours des IRA ou les concours de la fonction publique, travaillez votre profil du modem. Normalement, ça passe. Ça passe. Et donc là, je rentre à l'IRA, je fais mon année, ma scolarité. Et pour le coup, à la fin, je finis au ministère de l'Intérieur, mais parce que c'est le fruit d'un certain hasard. Parce que rien ne me destinait à aller au ministère de l'Intérieur. J'ai personne dans ma famille qui est policier ou gendarme. J'ai rien à voir avec ces sujets-là dans mon environnement proche. C'est plutôt même le contraire, un environnement syndical, militant communiste. Enfin, voilà, je vous l'ai raconté. Donc, c'est plutôt normalement de l'autre côté de la barricade. Et en fait, en réalité, je me retrouve à aller en stage. Alors, c'est le directeur de l'école qui a décidé, et parce qu'il savait que j'étais militant Front de gauche, puisqu'on sortait des élections législatives de 2012 où j'avais été candidat quand je rentrais à l'IRA. Donc il y avait des affiches un peu partout avec ma tête dans le secteur, donc c'était un peu grillé. Et donc il m'envoie en stage à l'École nationale de police à Roubaix, en se disant tiens, le Front de gauche, là, ça va lui faire les pieds là, d'aller un peu avec les policiers et policières. Et donc je me suis retrouvé là-bas. Et je me suis retrouvé là-bas pour discuter d'un sujet. Normalement, au départ, le stage, on a un vrai truc à faire dans le stage, en théorie, puisqu'on va être vraiment fonctionnaire. Et ça devait être un plan de communication interne et externe de l'école. Sujet bateau, la com de l'École nationale de police est à néant. Interne, bon, un petit peu quand même, ils discutent entre eux en interne, mais en externe, c'est à néant.
Donc je commence à bosser, et puis en fait au bout de 3 ou 4 jours, le directeur de l'école me dit écoutez, monsieur Bernalicis, on a reçu une commande du ministère, et en fait on va vous mettre dessus. En plus de l'autre sujet, bon, en gros l'autre sujet on s'en fichait un peu, quoi, hein, parce que c'était Valls, hein, qui était ministre de l'Intérieur et qui avait lancé les assises de la formation de la police nationale et qui avait demandé à toutes les écoles de police de réfléchir au rapprochement des relations police-population. Et donc, il a demandé à toutes les écoles, réfléchissez comment, dans la manière de former les futurs policiers, en formation initiale, mais aussi en formation continue, comment on peut utiliser la formation comme levier pour améliorer les relations police-population. Sujet intéressant. Réflexe militant, je vais voir dans le programme ce qu'on raconte. Et là, je me dis, ah ouais, c'était un peu léger, quoi. C'était un peu très léger. Hein, avec des bonnes intentions. On voulait une police républicaine qui ait plus de moyens, qui ait les moyens de fonctionner, enfin des phrases à peu près bateau qu'on pourrait mettre sur n'importe quel service public quand on est à peu près de gauche. Mais il n'y avait pas de contenu vraiment d'idéologie, de doctrine en fait, hein, posée, alternative à celle qui était véhiculée. Et à ce moment-là, par Valls et par Hollande. Et donc on s'apercevra plus tard d'ailleurs que c'est la même doctrine que les mecs de droite avant eux. Bon. Avec, un peu plus sympa de visu, mais globalement, ça reste dans la même lignée. Et donc, c'est comme ça qu'à la fin, en sortant de l'IRA, je choisis un poste au ministère de l'Intérieur, parce que je le choisis, ce poste. Pour le coup, je suis bien classé au sorti de l'IRA, donc j'ai le choix entre plusieurs postes, ici, à Lille en plus, parce que je voulais rester à Lille, pour le coup, parce que j'habitais là, j'étais engagé déjà politiquement ici, j'avais pas envie de reconstruire un autre truc ailleurs. Et donc, je choisis le poste qui est au ministère de l'Intérieur. Et en plus, c'est parfait, entre guillemets, puisque c'est un poste pour gérer la comptabilité des services de police. D'abord dans un premier temps de police, et assez rapidement, quand j'arrive au poste, il y a une fusion entre les périmètres de police et gendarmerie. Donc, je m'occuperai de la comptabilité de la police et de la gendarmerie, ce qui est extrêmement éloigné des politiques publiques pour lesquelles je pourrais avoir des états d'âme. Par exemple, là, la compta, bon, ça va, il faut payer les factures, quoi. Donc, c'est pas... Ça va, je n'ai pas l'impression de me trahir moi-même en faisant ça, quoi. Si on m'avait mis, et encore, aujourd'hui, je dirais plus ça, mais si ça avait été un poste pour gérer le bureau des étrangers, par exemple, faire les expulsions, bon, moins fun. Moins fun en cas de conscience. Donc là, je me suis dit, c'est bien, c'est un service où je ne suis pas exposé politiquement, ça me permet de militer à côté. Et en même temps, je reste au ministère de l'Intérieur, ça me permet de creuser le sujet des questions de police, de justice, de sécurité, sans pour autant être en service opérationnel. J'étais pas en commissariat, j'étais à la cité administrative, donc j'étais pas j'étais pas en service opérationnel. Mais ça m'a permis évidemment de me mettre dans le bain, de sympathiser, de moi-même me syndiquer chez les personnels administratifs de la police, de rencontrer les syndicats de policiers et de continuer à faire un peu de l'activité de réseau, en fait, hein, tout simplement. Et puis moi-même, en étant dans le sujet, à améliorer et à contribuer pour le programme et pour les programmes suivants. D'abord au sein du parti de gauche, et ensuite l'aboutissement de ça, c'est 2016, où je suis un des rédacteurs du livret sécurité pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Moi, c'était un peu spécial, mon élection en 2017. Parce qu'en fait, dès le premier tour, j'étais à peu près sûr de gagner au deuxième. Parce que la candidate de La République En Marche en face de moi, qui était arrivée au deuxième tour, en fait, elle avait été épinglée par La Voix du Nord 2 semaines avant le premier tour pour une condamnation qu'elle avait eue en 2011 pour usurpation d'identité d'une autre étudiante et fraude à l'inscription à l'école d'avocat, dont elle s'était fait exclure. Bon. Et à ce moment-là, La République En Marche, ils avaient mis en gros des tampons sur leurs candidats 100% clean, hein, 100% sans condamnation, etc. Donc, moi je vois ça dans La Voix du Nord. En plus, c'était une ancienne militante du PS. Donc je me dis, et la députée sortante était PS. Je me dis, ça sent la peau de banane glissée par les anciens camarades. Ça m'aurait pas choqué par ailleurs. Mais bon, alors moi je suis toujours méfiant de nature. Donc je mets pas 10 balles dans la machine au premier tour. J'attends de voir, je regarde dans la presse, etc. Bon. Après, j'apprendrai plus tard qu'en fait, ce sont les avocats eux-mêmes qui, de la promo d'école qui l'avaient épinglé, qui ensuite l'ont vu en tant que candidate. On dit, c'est quoi, on va pas avoir une députée qui est en plus une mythomane, parce que je pense que c'est maladif par ailleurs. Bon. Mais donc, il se trouve qu'à la fin du premier tour,
j'arrive en deuxième position, à quelques voix devant la socialiste, sortante. Donc c'était ça le coup de théâtre. Donc la fête, entre guillemets, en tout cas la surprise, elle était au premier tour, pas au deuxième. Parce qu'au deuxième, entre deux, la candidate LREM, son suppléant du MoDem, l'avait lâché, a édité des tracts et tracté contre elle pour que les gens ne votent pas pour elle. Son suppléant. Non, mais un truc lunaire. Moi, je me dis, bon, bah, ok, merci. Je veux dire, bon. Donc, j'ai eu un peu moins d'état d'âme dans l'entre-deux tours sur ces affaires pour les relayer, les évoquer, avec le conditionnel qui va bien. Enfin, quoi que le conditionnel dans la condamnation était définitive, donc il n'y avait pas de débat sur cet aspect-là. Et au final, je suis le député de la France Insoumise le mieux élu avec 64%. Quoi. Donc, au deuxième tour, en fait, on voit déjà les premières centaines des bureaux de vote tomber vers 19h, parce qu'il y avait des bureaux qui fermaient à 18h. Et c'était déjà du 70-30 ou 65-35. Donc c'était plié, quoi. Enfin, je veux dire. Donc en fait, c'est marrant parce que vraiment, le moment de joie, il a été surtout au premier tour. Surtout qu'en fait, il y avait un petit truc, c'est un peu comme dans les séries télé. Vous savez, on a les scores qui tombent un à un. Et avant qu'on ait les 12 derniers bureaux, j'étais troisième. Et donc, on voyait les scores tomber. Ah, il ne manque plus que 20 voix, il ne manque plus que 5 voix, etc. Bon, puis après, on a gagné à 270 voix, ce qui n'est pas énorme quand même par rapport à la troisième. Donc, ça a été très fort au premier tour. Et au deuxième, après, c'était moment de joie. Mes parents étaient remontés. Donc, ils étaient là au moment où dans l'équipe de campagne. Donc, on a vu les scores. Donc, les premiers moments, en fait, c'était à la permanence qu'on avait louée à Mons. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que tous les plus âgés pleuraient. Tous. De joie et d'une émotion qui était... Enfin, je pense qu'il faut être militant de gauche pour comprendre ça. Mais c'était un truc... Enfin, la phrase type, c'était « Mais je pensais pas qu'on gagnerait de mon vivant ». Voilà, et de se dire merde, on a gagné. D'habitude on perd tout le temps, quoi. Je veux dire, on est plutôt habitué à perdre, donc là c'était un peu l'effet de surprise. Donc c'était vraiment un moment de joie énorme. Et puis après moi j'ai guetté pour les autres circos et notamment celle d'Adrien, puisque ça se jouait à pas grand chose. Donc là pour le coup jusqu'à 22h30, 23h, c'était le téléphone qui sonnait, je l'appelais, je dis je suis sur France 3, ils ont tel résultat, normalement c'est bon, t'es élu, t'es sûr, enfin, bref. Donc c'était plutôt moi au fait des autres pour le coup. Après le deuxième tour, voilà. L'affaire qui concernait à Adrien sur les violences conjugales m'a touché un peu particulièrement, parce que je les connais tous les deux, en l'occurrence, lui et Céline, et je connais même Céline d'avant lui, puisque je la connais depuis 2007, puisqu'elle sortait avec un militant de l'UNEF à l'époque. Donc je la connais depuis très très longtemps, et Adrien, je l'ai rencontré qu'en 2013. Donc évidemment, quand vous connaissez les gens personnellement, ça n'a pas la même dimension. Voilà. Déjà, il y a une dimension affective et personnelle, ce qui fait que j'ai assez peu réagi d'ailleurs publiquement à ce qui lui est arrivé, en tout cas pas plus que de nécessaire. Et après, le groupe s'est effectivement déchiré, la NUPES, chacun y allant de son petit coup tactique pour jouer la différence et la pureté. Bon, voilà, donc moi, ça m'a énervé, d'autant plus que j'ai appris en 5 ans à reconstruire une manière de penser les questions de justice et de sécurité tout en étant de gauche. Et il y a des choses que moi je ne peux pas accepter, les peines définitives, je ne peux pas accepter ça en fait. Les mises au banc définitives de la société, je ne peux pas accepter ça non plus en fait. J'ai appris à rencontrer des gens qui se sont réinsérés dans la société et qui pourtant avaient fait des choses horribles. Et je me dis que c'est ce qu'il y a de plus souhaitable pour la société elle-même en fait. En réalité, qu'on offre toujours une porte de sortie aux gens et qu'on garde cette pensée-là en tête. On se refaisait la réflexion sur la dernière proposition de loi des macronistes pour faire un coup politique contre Adrien. Bon, malheureusement, après 2 bras d'honneur, la proposition de loi est tombée. Donc, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. N'empêche que sur la question des peines complémentaires, il faut se souvenir que jusqu'en 1994, toute personne qui était condamnée pour un délit avait automatiquement perdu son droit de vote. Enfin, c'est des choses de droit civique, dont droit de vote, droit de se présenter. Tout le monde. 100% des gens. Et c'est la droite qui a rompu avec ça en 94.
Alors bon, évidemment, c'est pour s'harmoniser avec un certain nombre de jurisprudences européennes. Voilà, c'est pas forcément de bon cœur qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont fait et on n'est jamais revenu dessus parce qu'on se dit que les gens doivent pouvoir se réinsérer dans la société, que d'être condamné, ça ne veut pas dire d'être déchu de ses autres droits. Et ça, c'est important comme conception, surtout quand on est de gauche. Bref, je vous saoule avec ça, mais pour moi, du coup, ça m'a heurté cette affaire, y compris dans les réactions qu'ont pu avoir un certain nombre de camarades sur la conception qu'on peut défendre du droit et de la justice quand on est de gauche. Sur la pire expérience, en même temps, c'était, je sais pas si c'est la pire, mais elle était quand même un peu dure, quoi. C'est de revenir à l'Assemblée nationale le 29 décembre pour discuter du pass vaccinal en commission des lois. Ça c'était pas ouf. N'étant pas milieu de vos vacances, on a déjà un agenda hyper chargé. La commission des lois, c'est la commission qui, même en les années où elle travaille le moins, ça reste quand même autour de 40 à 50% de tous les textes de l'Assemblée nationale qui sont en commission des lois. Donc en général, quand vous avez les vacances, c'est un moment un peu attendu pour recharger les batteries, vraiment. Ça, parce que c'est une épreuve physique, l'Assemblée nationale. Et donc là, c'était dur. Voilà. Après, on a amené la bataille, mais comme on savait qu'on se ferait plier, en plus, c'est toujours un peu pénible de continuer inlassablement à défendre ses arguments et ses amendements en sachant pertinemment qu'on va perdre. Voilà, faut avoir un peu de détermination quand même pour faire ça. Donc ça, c'était quand même un moment pas très agréable. Et puis dans les bons moments, je sais pas, j'hésite. Je vous dirais quand je vais trouver refuge à la buvette, ça fait partie des bons moments. Mais c'est pas un moment en particulier. Sinon, il y a des petites victoires qui étaient pas désagréables. Enfin, je veux dire, voilà, quand on nous met la pression sur la loi sécurité globale pour donc ne pas rouvrir une séance le lendemain alors qu'il reste 300 amendements à discuter et qu'il est minuit, parce qu'ils vous mettent la pression en gros pour que vous lâchiez l'affaire. Allez, arrêtez de parler, c'est bon, on s'en fout, vous allez tout perdre, donc arrêtez. Moi, là dans ces moments-là, c'est sur moi, donc du coup j'ai encore plus envie de défendre les amendements. Et avec Daniel, on était à 2, même à 3, je crois, Mathilde nous avait rejoint à ce moment-là dans l'hémicycle. Et on a enchaîné les défenses d'amendements. Tous les autres avaient retiré leurs amendements, avaient arrêté de les défendre. Donc il n'y avait plus que les nôtres à la chaîne. Et entre 3h et 6h du matin, on a tenu bon, on a défendu tous nos amendements en prenant tout le temps de parole qu'on avait à notre disposition. Et Darmanin, il s'endormait, il n'en pouvait plus au banc, là. Et alors ça c'était bon. Bloquez votre université, votre lycée. Engagez-vous dans l'action. Choisissez un endroit, une association, un parti politique, ce que vous voulez. Mais allez-y, quoi. Engagez-vous. Parce que ne croyez pas que ce soit... que ça va vous empêcher de grandir intellectuellement ou de faire vos études. C'est complémentaire. Et je pense que on est d'autant plus citoyen et formé intellectuellement et épanoui qu'on s'engage au profit des autres. Donc, engagez-vous. Alors, une personnalité politique que j'aimerais rencontrer. Spontanément, j'aimerais bien quand même rencontrer le camarade Robespierre. J'aurais 2-3 bricoles à lui dire sur les virages qui ont été plus ou moins bien négociés et comprendre pourquoi dans le détail ils ont eu telle ou telle logique, que ce soit pendant la période dite de la terreur ou même les débats sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour être dès le début. Comment on a pu perdre cette bataille sur la question de la propriété privée qui a quand même créé 2-3 problèmes sur les siècles qu'on suivit, de mon point de vue, en tout cas sur la hiérarchie des normes. Voilà, et savoir aussi comment tout ça a pu s'articuler plus ou moins bien avec les luttes des femmes et les luttes féministes de l'époque, parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire dans cette période révolutionnaire, même s'il y a eu déjà beaucoup de prémices, beaucoup de choses qui avaient été mises sur la table. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Hugo Bernalicis d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Roméo Chauvel et Jules Camzin à la rédaction en chef. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.
En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Exduquere sur le www.exduqueremedia.com et sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.